Bonjour à tous les étudiants qui suivent le module d'électrostatique. Dans cette vidéo, je vous propose le corrigé du devoir surveillé que j'ai posté sur la chaîne il y a 2 jours. Donc, dans ce devoir, je vais traiter quelques exercices qui s'intéressent au calcul de flux d'un champ électrique à travers une surface donnée. Ensuite, on va s'intéresser au calcul du champ électrique par une distribution de charge non uniforme. Et enfin, on va traiter un exercice où on va appliquer le théorème de Gauss et déterminer le champ créé par 2 fils infinis, leur potentiel, et montrer que le système est équivalent à un dipôle électrique. Bien sûr, le sujet il est dans la description de la vidéo. Donc voilà l'exercice 1. On vous dit, on considère une surface formée par un cube, donc c'est une surface fermée. On vous dit, dans cette région où il y a ce tube, vous avez un champ électrique qui est égal à x carré suivant i, c'est un champ suivant l'axe des x, et il dépend de x, et on vous demande calculer le flux de ce champ électrostatique à travers la surface totale du cube. Ensuite, on déduire la charge intérieure au cube, et comme troisième question, déterminer la densité de charge volumique dans le cube qui a créé ce champ électrique et en déduire la charge totale qu'on a déjà trouvée dans la question 2. Comme indication, vous allez utiliser le théorème de Gauss sous forme intégrale et le théorème de Gauss sous forme locale. Comme exercice 2, on vous dit ici vous avez un plan infini chargé avec une densité de charge surface x sigma. On vous donne le champ créé par un plan infini. Bien sûr, dans cette région-là, il est suivant plus k, mais en bas, il est suivant moins k. Dans la région où le champ est donné par sigma sur 2 epsilon 0 suivant k, on va mettre une demi-sphère. D'accord? Donc, c'est une demi-sphère qui s'appuie sur un disque, situé à une distance d du plan infini. Et la question, c'est calculer le flux de champ électrostatique créé par le plan infini à travers la surface fermée formée par la demi-sphère plus ce disque-là. Donc, calculer le flux de ce champ à travers cette demi-sphère plus le disque sur lequel s'appuie la demi-sphère. Bien. Ensuite, pour l'exercice 3, on va traiter le cas du champ électrostatique créé par une distribution de charge non uniforme. Vous voyez bien que sigma, il dépend de θ. Donc, on prend une sphère chargée avec une densité de charge qui n'est pas constante, sigma 0 cosinus θ, et on vous demande de calculer le champ créé par cette distribution au centre de la sphère. Comme étape intermédiaire, représentez d'abord les charges par des signes positifs ou négatifs, étudier la symétrie et enfin déterminer le champ au centre. Bon, comme l'exercice 4, première question classique, déterminer le champ et le potentiel créé par un fil infini. Maintenant, on va prendre 2 fils infinis, un chargé avec moins lambda, l'autre chargé avec plus lambda. Et on vous demande de déterminer le potentiel créé par ces 2 fils au point M. Ensuite, sachant que le point O est pris comme origine du potentiel, déduire l'expression du potentiel créé par les 2 fils. D'accord? Là, déterminer le potentiel et là, déterminer la constante d'intégration. Pour la question 3, on se place dans l'approximation dipolaire, c'est-à-dire on va utiliser les résultats qu'on a déjà démontrés dans le cas d'un dipôle électrique, exprimer AM et BM en fonction des coordonnées polaires R et θ, et montrer que le potentiel créé par les 2 fils s'écrit de cette manière-là. Question B, montrer que les 2 fils chargés se comportent comme un dipôle électrostatique isolé, dont il faut indiquer bien sûr le moment dipolaire. Et enfin, bien sûr, si vous connaissez le potentiel créé par ce dipôle, déduire les composantes de ce champ électrique. Voilà, bonne recherche, et on va aborder la solution tout de suite. Je commence par le premier exercice. Donc voilà le flux d'un champ électrique. Voilà le théorème de Gauss sous forme intégrale. Mais première question, on nous dit de calculer le flux de champ électrique à travers la surface d'un cube. Si on veut calculer le flux,
on a deux choses d'abord à connaître. Quelle est la direction du champ? C'est donné, il est suivant l'axe des X. Et quelle est la direction du vecteur D de S? On est dans le cas d'une surface fermée. Et pour une surface fermée, le vecteur D de S, il est toujours perpendiculaire à la surface, dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. Le cube, il a combien de surfaces? Il y a 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 surfaces. D'accord? Bon, je vais indiquer l'élément de surface, par exemple, pour cette surface-là, la surface A, B, C, G, ou bien D sous G. Donc, vous voyez bien, il est perpendiculaire à la surface, dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. Pour la surface d'en haut, il est dirigé de l'intérieur vers l'extérieur, et il est suivant EZ. Pour cette surface A, B, C, D, il est suivant l'axe des X, dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. Pour la surface O, D, C, G, il va être suivant moins Z. D'accord? Mais comme le champ, il est suivant l'axe des X, ce qui nous intéresse, c'est le produit scalaire E D de S. Vous voyez bien que cette surface-là, lorsque le vecteur D de S est suivant l'axe des Y ou bien suivant l'axe Z, ce produit scalaire, il est nul. D'accord? Donc pour la surface d'en bas et la surface d'en haut, pour cette surface et la surface opposée, le flux est nul. Donc il va nous rester juste le flux à travers la surface 1 et la surface 2. D'accord? Je répète pourquoi. Parce que le champ il est suivant au Z. Et pour ces 4 surfaces, ces deux-là et ces deux-là, donc en haut et en bas et les surfaces latérales, c'est-à-dire cette surface-là et celle-là, vous avez E est perpendiculaire à D de S. Bien. Donc il nous reste juste la surface A, D, B, C et la surface opposée. Vous voyez bien que pour cette surface E, il est dans le même sens. Le champ électrique est dans le même sens que D de S, parce que je rappelle, le champ il est suivant I. Donc, au produit scalaire, ça va être un signe plus. Par contre, pour cette surface-là, d'accord, la surface 2, le vecteur D de S il est suivant moins I. Donc, vous allez avoir moins E2 fois D de S. Maintenant, on doit savoir quelle est la valeur du champ sur la surface 1 et sur la surface 2. Sur le plan 2, c'est-à-dire le plan OYZ, à quoi est égal X, il est égal à 0. Or, le champ E, c'est X carré. Donc, le champ égal à 0. Donc, cette intégrale, elle est nulle. Pour la surface A, B, C, D, X égale à combien? X est égal à A. Donc, le flux va se réduire à moins E. Puisque E est égal à X carré, donc E, c'est A carré. Donc, moins A carré D de S. Et la surface S est égale à A carré. Donc, vous allez voir A carré multiplié par A carré. Donc, A carré, c'est la valeur du champ. D'accord? Mais avec un signe moins, bien sûr. Pourquoi j'ai oublié le signe moins? Non, c'est le signe moins qui est nul. C'est E2. E2 pour la surface 2, bien sûr. C'est E2 pour la surface 2 qui est nul. Et le reste, la surface 1, D de S1. D'accord? Et pour la surface 1, E est égal à A carré. Et D de S, je sors A carré. L'intégrale D de S, c'est S. Et la surface de ce carré, c'est A carré. Donc A carré multiplié par A carré, ça vous donne A à la puissance 4. Donc voilà comment on calcule par exemple le flux à travers une surface. Donc deux choses à indiquer pour chaque surface. Quel est le vecteur D de S? Quel est le vecteur, la direction du champ? Propriété pour une surface fermée, D de S est un vecteur qui est toujours perpendiculaire à la surface étudiée, dirigé de l'intérieur du milieu vers l'extérieur. Bien. Pour déduire la charge intérieure au cube, on va appliquer le théorème de Gauss sous forme intégrale. Le flux, c'est la charge intérieure divisée par epsilon 0. On vient de montrer que le flux est égal à A à la puissance 4. Donc la charge intérieure, c'est epsilon 0 fois A à la puissance 4. Maintenant, on nous demande de déterminer la densité volumique de charge qui a créé ce champ électrique. Cette fois-ci, il faut penser à la forme de la théorème de Gauss, mais sous forme locale. Et le théorème de Gauss sous forme locale vous dit divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Ça veut dire si vous connaissez l'expression de E, vous pouvez déterminer la densité de charge. Inversement, si on connaît l'expression de la densité de charge, on peut déduire le champ électrique en utilisant uniquement la forme locale. Bien, ici on a E égale à X carré suivant I. C'est quoi la divergence de ce champ? On va utiliser l'expression de divergence en coordonnées cylindriques.
c'est la dérivée de e de x par rapport à x plus la dérivée de ey par rapport à y, puisque le champ n'a une seule projection suivant x, donc on va s'arrêter à d de x sur d de x. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc 2x est égal à ρ sur epsilon0, donc ρ égale à 2 epsilon0 fois x. Pour recalculer la charge, il suffit de calculer l'intégrale ρ sur le volume du cube. Donc ce sera 2 epsilon0, un élément de volume en coordonnées cartésiennes, c'est dx, dy, dz. Et je vais intégrer 2 epsilon0, l'intégrale x dx, dy, dz. Bien sûr, x varie entre 0 et a, y varie entre 0 et a, et z varie entre 0 et a. Et cette intégrale vous donne bien epsilon0 a à la puissance 4 qu'on a déjà calculé tout à l'heure. Donc voilà pour l'exercice 1. Donc pour l'exercice 2, on vous donne le champ créé par un plan infini et on nous demande de calculer le flux toujours de ce champ à travers cette surface fermée. Donc toujours, donc E, on connaît déjà sa direction, il est suivant EZ. Maintenant il faut indiquer les éléments de surface. Donc voilà la direction de E, suivant l'axe Z. La demi-sphère est formée par deux surfaces. Il y a la surface de la demi-sphère et il y a la surface du disque sur laquelle repose la demi-sphère. Parce que ici, ce qu'on cherche, c'est le flux à travers une surface fermée. Donc je représente, donc voilà le disque sur lequel repose la demi-sphère. Donc le disque plus la demi-sphère forment la surface fermée. D'accord ? Donc il faut indiquer d'abord le vecteur d de s. Pour un disque, le vecteur qui est perpendiculaire au disque dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. Et bien sûr, pour une sphère, le vecteur d de s, il est toujours suivant radial, il est suivant ER. D'accord ? Ça c'est donc pour la surface du disque, vous voyez bien que d de s, il est suivant moins k. Par contre, pour une sphère, bien sûr, d de s, il est suivant ER. ER, c'est le vecteur unitaire en coordonnées cylindriques. On connaît la direction de d de s, on connaît la direction de E, il suffit de faire le produit scalaire et faire le calcul. Donc pour la surface du disque, E, vous voyez bien que E est parallèle à d de s de sens opposé, donc je vais avoir moins E fois d de s. D'accord ? Comme le champ est le constant ici, parce qu'il ne dépend, c'est sigma sur 2 epsilon 0, donc je sors E de l'intégrale, il reste l'intégrale d de s, c'est la surface du disque, et la surface du disque, c'est pi r carré. Pour la deuxième surface, il aurait faire attention. C'est quoi un élément de surface en coordonnées sphériques? C'est r carré sur θ, d de phi suivant ER. Et le produit scalaire du champ E d de s, bien sûr, E est suivant EZ, d de s est suivant ER. Donc il faut introduire ce cosinus θ. C'est le module de E fois le module de d de s fois cosinus θ. Donc E est constant, je le sors de l'intégrale. D de S, R carré, sinus θ, cosinus θ, d de θ, d de phi. Maintenant les bornes d'intégration. Pour décrire une demi-sphère, vous voyez bien que θ varie entre quoi et quoi? Entre 0 jusqu'à pi sur 2. Donc je rappelle que θ, pour décrire une sphère complète, elle varie entre 0 jusqu'à pi. Par contre, phi doit varier entre 0 jusqu'à 2pi. Voilà, je fais varier θ entre 0 jusqu'à pi sur 2. Et phi entre 0 jusqu'à 2pi, donc l'intégrale de phi c'est 2pi, r carré c'est constante, je la sors, et l'intégrale sinus θ cosinus θ, c'est, je vous laisse le soin de faire le calcul, vous remplacez sinus θ d de θ par d de cosinus θ, ou bien moins d de cosinus θ, ça va vous donner cos carré sur 2, et ce calcul fait vous donne un flux qui est égal à pi r carré fois E. Et vous voyez bien que cette quantité, c'est exactement l'opposé qu'on a trouvé tout à l'heure, le flux total égal à 0. C'est un résultat très prévisible. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voyez bien que toute ligne de champ qui rentre dans cette demi-sphère, elle sort. Toute ligne de champ qui rentre, elle sort. Ça veut dire le flux, il est conservatif. Donc notez bien, le flux égal à 0 n'implique pas que le champ est égal à 0. Donc le flux à travers cette surface, il est nul. Mais le champ à l'intérieur de la sphère n'est pas nul. Donc, notez bien cette remarque-là. On passe à l'exercice 3. Donc là, on va s'intéresser au calcul de champ électrique par la méthode directe créée par une distribution de charge qui n'est pas constante. Donc première chose, il faut représenter cette densité de charge. Donc θ, bien sûr, il est positif entre moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Donc c'est ici θ égale à 0.
θ égale à pi, en coordonnées sphériques, θ égale à pi sur 2, et θ égale à moins pi sur 2. Donc entre moins pi sur 2 et pi sur 2, vous avez des charges positives, et entre moins pi sur 2 jusqu'à 0, vous avez des charges négatives. Donc voilà le signe de la distribution de charges. Maintenant, est-ce qu'on a une symétrie sphérique? Donc là, j'ai donné cet exemple exprès. Faites très attention, ce n'est pas parce que la charge se trouve sur une sphère qu'on a une symétrie sphérique. Par exemple, quelqu'un qui est là, lorsque je fais tourner la sphère autour de son centre, à un certain moment, il va avoir des charges positives, à un certain moment, il va avoir des charges négatives. Donc vous avez plus invariance par rotation autour du centre. Donc cette distribution de charges n'a pas une symétrie sphérique. C'est pourquoi on ne peut pas faire le calcul, par exemple, dans ce cas-là, par le théorème de Gauss. Le champ n'est plus suivant ER. Le plan MERθ et MERφ ne sont plus des plans de symétrie dans ce cas-là. D'accord? C'est pourquoi on vous demande de calculer uniquement le champ au centre. Bien. Maintenant, pour le calcul du champ au centre, d'abord la symétrie. Quelle est la direction du champ au point O, créé par cette distribution de charges? Donc, chaque fois dans un système où vous avez des charges de signes opposés, il faut toujours penser à des plans d'antisymétrie. Est-ce qu'il y a un plan d'antisymétrie qui passe par O? Et bien sûr, il y en a un, c'est le plan OX, c'est-à-dire le plan qui est perpendiculaire à la sphère et qui passe par le centre O. C'est le plan OX, OY. OY, il est perpendiculaire au plan de l'écran. D'accord? Ce plan-là est un plan d'antisymétrie parce que l'image d'une charge positive, c'est une charge négative. Chaque charge positive, sans symétrique, se trouve une charge négative de même valeur. Donc c'est un plan d'antisymétrie. Donc le champ va être perpendiculaire à ce plan. Donc il va être suivant l'axe EZ. Bien sûr, plus EZ moins EZ, c'est les signes des charges qu'il indique. Et puisque ici des charges positives, le champ va être dirigé de la charge positive vers la charge négative. On va s'attendre à un champ qui est suivant moins K. Bien, mais là c'est algébrique, peu importe. C'est la valeur algébrique qui est suivant K. La symétrie va dans la direction et non pas le sens. Pour le calcul, il faut suivre exactement les méthodes que j'ai décrites dans le chapitre qui est réservé au calcul du champ électrique par une distribution continue. D'accord? Il y a plusieurs étapes. La première, c'est la symétrie. Ensuite, donner l'expression du champ créé par un élément de charge D de Q. Alors vous écrivez juste en fonction des paramètres du problème. Et dans la troisième partie, ne calculer que les composantes que j'ai appelées les composantes utiles, c'est-à-dire les composantes non nulles. Dans notre cas, on a une seule composante non nulle, c'est la composante de E suivant EZ. Donc vous voyez, sans faire aucun calcul, la symétrie nous dit que EY égale à EX égale à 0. Donc, quelle est l'expression du champ créé par un élément de charge? Vous écrivez juste la définition, c'est D de Q sur 4pi epsilon 0 R carré fois U. On a une distribution de charge surfacique, D de Q c'est sigma D de S. On a une sphère, écrivez D de S en coordonnées sphériques, c'est R carré sinus θ, D de θ, D de phi. N'oubliez pas que sigma n'est pas constante, il faut la remplacer par sa valeur, sigma cosinus θ, et donc voilà D de Q. Voilà pour cette étape-là. Deuxième étape, ne calculez que la composante non nulle, D de EZ. Et par définition, D de EZ, c'est D de E scalaire K. Donc je prends un élément de surface D de S, voilà mon champ D de E, cet angle c'est θ, donc D de E scalaire K, vous voyez bien, c'est moins cosinus θ. Donc moins cosinus θ fois le module de E. Après, il suffit de remplacer D de Q par sa valeur, elle est là. Et il vous reste juste l'intégrale de cos carré θ sinus θ d de θ. Bien sûr, l'intégrale d de phi, c'est 2pi. Et cette intégrale-là, c'est cos 3 de θ sur 3. Ça vous donne, donc voilà, sigma 0 sur 2 epsilon 0. Là, ça donne 2 tiers. Et de calcul phi vous donne moins sigma 0 sur 3 epsilon 0. Donc là, vous pouvez faire un petit changement de variable. Cosinus θ égale à x. L'intégrale de x carré d de x. Il n'y a pas de d de θ ici, bien sûr. C'est l'intégrale de cos carré θ, d de cosinus θ. Donc il n'y a pas de ce d de θ, il faut l'enlever. Et ça vous donne moins sigma 0 sur 3 epsilon 0. Ou bien, sous forme de vecteur, c'est moins sigma 0 sur 3 epsilon 0 suivant k. Vous voyez bien qu'on trouve suivant moins k, c'est normal. Le champ est dirigé toujours de la charge positive vers la charge négative.
Donc voilà, c'est un calcul qui vous paraît au départ compliqué, mais si vous suivez exactement les étapes que j'ai indiquées dans le chapitre réservé à ce cours-là, toujours la symétrie, écrire l'élément de charge en fonction des paramètres du problème, ensuite ne calculer que la composante non nulle, et s'il y a des variables qui sont dépendantes, exprimez-les en fonction d'une seule variable. Dans notre cas, θ et φ sont indépendants, donc le problème est relativement simple. Je passe à l'exercice suivant. Donc là, on va déterminer le champ créé par un fil infini, par le théorème de Gauss. Toujours théorème de Gauss, symétrie, choix de la surface et appliquer le théorème de Gauss. Bon, pour la symétrie, puisqu'on a une charge de même signe, donc c'est même pas la peine de penser au plan d'antisymétrie. Il faut penser toujours à deux plans de symétrie. Vous avez deux plans de symétrie, bien sûr. Vous avez qui passe par le point M. Vous avez MERZ, d'accord, c'est le plan rouge. Et vous avez le plan MERθ, c'est le plan bleu. Et l'intersection des deux, bien sûr, c'est, vous voyez bien, c'est ER. Donc le champ est suivant ER. Notez bien, le plan EZ, Eθ, ni plan de symétrie, ni plan d'antisymétrie. Bien, les invariances, bon, ça on l'a déjà traité ça dans le chapitre réservé au théorème de Gauss. Vous avez invariance par translation. Donc si vous êtes là, par exemple, puisque le fil est infini, si vous faites varier Z, vous allez observer toujours le même fil. Donc le champ ne doit pas dépendre de cet paramètre qui est Z. Ensuite, on a invariance par rotation. Donc là aussi, si vous êtes en ce point-là, si vous faites varier θ, vous allez observer toujours le même fil. Par contre, le champ dépendra que de R. Si vous êtes ici, par exemple, il est où le curseur? Il est là. Si vous êtes là ou bien là, c'est pas la même chose. Là, vous êtes très proche. Là, vous êtes très loin. Donc, le champ invariance et symétrie nous dit que le champ ne dépend que de R. Il est suivant ER. Faites attention, le ER du coordonnée cylindrique et non pas le ER du coordonnée sphérique. Donc, ce vecteur ER, c'est le vecteur qui est perpendiculaire à l'axe OZ. Mon choix de théorème de Gauss, bien sûr, le critère, il faut que E soit parallèle à D de S sur la surface utile. Puisque D de S est suivant E est suivant ER, quelle est la surface qui possède un vecteur unitaire suivant ER? C'est la surface latérale d'un cylindre. Donc si je prends un cylindre, je vais avoir bien sûr E est parallèle à D de S. Et pour avoir une surface fermée, il faut prendre un cylindre fermé. Donc voilà ma surface de Gauss. Donc je représente E et D de S sur chaque surface. Bien sûr, pour les surfaces de base, vous voyez bien que E est perpendiculaire à D de S, donc le flux est nul, que ce soit pour la base supérieure ou bien pour la base inférieure. Je passe au calcul, bien sûr, le flux sur la surface latérale, puisque E est parallèle à D de S. Donc pour les bases, d'abord, c'est nul, parce que E est perpendiculaire à D de S. Pour la surface latérale, d'abord, je représente E suivant ER, D de S suivant ER, donc ER scalaire ER égale à 1. Et maintenant, c'est là où les invariances vont jouer leur rôle. Le champ ne dépend que de R. Moi, j'intègre sur la surface latérale d'un cylindre. Et tous les points de la surface latérale sont à la même distance R. Donc, R est égal à une constante. Donc, ER, c'est une constante. Donc, je le sors de l'intégrale. Et l'intégrale D de S, ça me donne la surface latérale d'un cylindre qui est de pi R fois H. Voilà le flux. Maintenant, je cherche la charge intérieure à ce cylindre. Toujours d'abord représenter cette charge. Donc voilà, c'est la partie rouge. Quelle est la charge qui se trouve sur une longueur H d'un fil infini? C'est tout simplement, j'applique la relation. J'ai une distribution linéaire. C'est l'intégrale de lambda D de Z sur une hauteur H. Ça me donne lambda fois H. Voilà, donc E de pi R fois H égale à Q intérieur sur epsilon 0. Donc voilà le champ créé par un fil infini. Donc j'étais un peu plus rapide dans ce cas-là parce que vous avez toute une vidéo où j'ai traité tous les cas classiques par le théorème de Gauss. Fil, plan, cylindre, sphère, tous les cas classiques sont largement étudiés dans la vidéo réservée au théorème de Gauss. Bien. Connaissant le champ, on vous demande de calculer le potentiel. Toujours, si on connaît le champ et on nous demande le potentiel, la relation D de V égale à moins E D de R. Donc, c'est moins gradient de D de V, c'est moins E D de L d'une façon générale. Mais comme E, il est suivant ER, D de L se réduit à D de R. Bien sûr, R D de θ scalaire ER suivant Eθ scalaire ER est 0. Et D de Z
suivant K, scalaire ER, ça me donne 0. Donc E scalaire D de L se réduit à E D de R si E est suivant ER. Je remplace par sa valeur et j'intègre l'intégrale D de R sur R, c'est le log de R, toujours ajouter une constante qu'on détermine par les conditions qui est souvent donnée dans l'énoncé. Bien. Maintenant, on me dit de calculer le potentiel créé par deux fils, l'un chargé avec moins lambda, l'autre chargé avec plus lambda. Là, qu'est-ce que je calcule? Le potentiel créé par un fil, on a un point M situé à une distance R du fil. Donc, je vais appliquer exactement cette formule-là. Dans un cas, je vais remplacer lambda, dans l'autre, je vais remplacer lambda par moins lambda. Donc, le potentiel au point M, c'est le potentiel créé par le fil chargé avec moins lambda, plus le potentiel créé par le fil chargé avec plus lambda. Donc, le premier, c'est lambda sur 2pi epsilon 0 R1. Le deuxième, c'est moins lambda sur 2pi epsilon 0 R2. Et bien sûr, il faut ajouter une constante. Donc, ceci, je mets lambda sur 2 epsilon 0 en facteur. Log de A moins B, c'est log de A sur B plus une constante. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit le potentiel au centre est pris comme origine. C'est-à-dire le potentiel au point O égale à 0. Or, le potentiel au point O, ça sera quoi? Ce sera le potentiel créé par ce fil-là. Donc, c'est lambda sur 2pi epsilon 0 fois cette distance. Moins lambda sur 2 epsilon 0 fois cette distance-là. Or, au point O, vous avez R1 égale à R2. D'accord? Donc, au point O, j'ai R1 égale à R2. Donc, ce terme va être égal à 0. Donc, 0 plus K égale à 0. Donc, bien sûr, K égale à 0. D'accord? Donc, si je prends l'origine du potentiel au centre, cette constante d'intégration, elle est nulle. Parce que vous voyez bien, si le point M il est là, vous voyez bien que R1 est égal à R2. Et donc, ce terme est égal à 0. Plus K égale à 0. Donc, K égale à 0. Maintenant, on va se placer dans le cadre de l'approximation dipolaire qui vous dit tout simplement que R, la distance OM, elle est très très grande devant petit a, ce qui ne correspond pas bien sûr au schéma, mais juste, voilà. Et on va introduire la base polaire, le vecteur ER et le vecteur Eθ, et on va exprimer R1, R2 en fonction de R et de θ. Donc ça, je l'ai déjà fait le même calcul pour le dipôle électrique. Bon, il suffit d'écrire que R2, par exemple, c'est la distance, le module du vecteur BM. D'accord? BM, c'est quoi? C'est BO plus OM au carré. Et BO plus OM au carré, c'est BO au carré, R au carré. BO, OM, ça c'est OM au carré, plus BO au carré, c'est A sur 2 au carré, plus 2 fois BO scalaire OM. Et vous voyez bien que le vecteur BO est dans ce sens-là. Le vecteur OM est dans ce sens. Donc l'angle entre le vecteur BO et OM, c'est cet angle-là, qui est pi moins θ. Et cosinus pi moins θ, ça vous donne moins cosinus θ. Donc pour R1, vous allez trouver exactement la même chose, sauf ici vous allez voir un plus, parce que AM, ça sera AO plus OM. Et le vecteur entre AO et OM, c'est θ. Bien. Ensuite, on va utiliser l'approximation dipolaire. Je vais négliger A carré devant R carré comme première étape. Ensuite, je factorise par R carré et ça me donne R facteur de 1 moins cosinus θ sur R à la puissance 1 demi. Et ça sera la même chose pour R2. Pour ça c'est R2, pardon. Et pour R1, vous allez avoir tout simplement un signe plus. D'accord? Maintenant, si je calcule log de R1 sur R2, vous voyez bien que R avec R se simplifie. Ce sera log de ce terme sur ce terme à la puissance 1 demi. Log de A à la puissance n, c'est n log de A. Donc, ce sera 1 demi facteur de log de ce terme, moins log de ce terme-là. D'accord? Maintenant, A sur R est très petit devant 1. Log de 1 plus epsilon, c'est de l'ordre de epsilon. Donc, tout ça, c'est de l'ordre de A cosinus θ sur R, moins... il y a un signe moins ici. Faites attention à une erreur. Voilà, ici c'est un signe moins, d'accord? Donc, et log de 1 moins epsilon, c'est moins epsilon. Et avec ce signe moins, ça vous donne plus. Voilà. Et on retrouve à la fin que V est bien l'expression qu'on nous demande de trouver. Bien. Enfin, on nous dit montrer que les deux fils chargés se comportent comme un dipôle électrique dont on précisera le moment dipolaire. Donc, je rappelle l'expression créée par un dipôle électrique.
Le potentiel créé par un dipôle électrique, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, P cosinus θ sur R carré. Donc vous voyez que pour de charge, il varie en 1 sur R2, pour de fil infini, il varie en 1 sur R. Donc quel est le moment dipolaire de ces deux fils? Le moment dipolaire, c'est la charge fois le déplacement. Je note que la charge totale d'un fil, que je peux écrire lambda fois L, lambda c'est la charge par unité de longueur. Si je suppose la longueur du fil, c'est petit l, ça sera lambda fois L fois A suivant I. Donc moment dipolaire, c'est la charge fois la distance entre les deux charges qui est A. Donc voilà, je les représente ici par cette flèche-là. Donc voilà le moment dipolaire, petit p. Bon, il suffit de faire apparaître petit p ici, moment dipolaire P, dans ce potentiel-là. Donc je multiplie L en haut et au numérateur au dénominateur. Et vous voyez bien que lambda L fois A, c'est le moment dipolaire. U, c'est ce vecteur unitaire. Et bien sûr, vous allez avoir P cosinus θ sous forme vectorielle, c'est P scalaire U sur R. Et je retrouve le potentiel créé par le dipôle équivalent. Donc deux fils infinis peuvent être représentés par un dipôle électrique de moment dipolaire, lambda L fois A, bien sûr, et le potentiel, vous voyez bien, c'est pas exactement le potentiel créé par deux charges, donc il varie en 1 sur R carré pour deux charges, pour un fil infini, il varie en 1 sur R, et au lieu d'avoir 1 sur 4 pi epsilon 0, on a ici 1 sur 2 pi epsilon 0 fois L. Donc on peut définir potentiel par unité de longueur. Bien enfin, bien sûr, si on a le potentiel, on peut déduire le champ facilement par moins gradient de V, donc moins d de V sur d de R, moins d de V sur d de θ, et E phi égale à 0. Vous dérivez, vous trouvez facilement le champ ER, Eθ, et pour le module, bien sûr, c'est R carré plus Eθ carré, et ça vous donne 1 sur 2 pi epsilon 0, lambda A sur R carré. Donc voilà pour cet exercice-là, ou bien pour ce devoir. J'espère que vous avez fait un peu, vous l'avez bien travaillé bien sûr. Donc il y a des méthodes de calcul direct, un rappel sur le théorème de Gauss, des méthodes de calcul de flux, application de théorème de Gauss sous forme locale, sous forme d'intégrale. Donc voilà pour ce devoir. À bientôt, bien sûr, pour d'autres contributions. Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à me les faire parvenir, soit par commentaire, soit par mail. Et bon courage et à bientôt.